La volonté de négocier est affichée par tous les acteurs du dialogue social aujourd'hui. Que ce soit le gouvernement, les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, tout le monde dit qu'il faut dialoguer et que le dialogue social, c'est le signe intangible de la modernité. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la réalité, c'est plus des postures de combat. À tel point que Michel Rocard, ancien Premier ministre, dit que la cogne est à l'œuvre. Et la cogne, ça mobilise les enthousiasmes. Ça plaît beaucoup à la presse. Effectivement, c'est spectaculaire. Mais la cogne a deux avantages. Effectivement, la cogne, ça permet déjà de ne pas prendre de risques par rapport à ses objectifs, puisque en cherchant à avancer son objectif vis-à-vis de l'autre, eh bien, on est sûr de ne pas se perdre en cours de route. Et puis, c'est un deuxième avantage, c'est le gain de temps. Plus je cogne, moins je perds de temps dans les débats, dans la discussion. Alors maintenant, le dialogue est-il plus productif que la cogne? Oui, certes, mais ça prend du temps. Dialoguer, comment? Dialoguer nécessite de préciser le vocabulaire des uns et des autres. Parce que là encore, on se retrouve face à une difficulté, face à une divergence de vues non affichée par les partenaires sociaux. D'un côté, les syndicats de salariés disent que dialoguer, c'est négocier, et les syndicats d'employeurs disent que dialoguer, c'est expliquer. Mettons-nous du côté des employeurs. Il y a des réalités économiques, intangibles, que nous sommes obligés d'expliquer à ceux qui n'ont pas compris. C'est ça pour eux le dialogue. De l'autre côté, les syndicats de salariés disent « Ah ben non, c'est pas ça du tout. On a déjà compris, mais on n'a pas compris la même chose que vous. Donc il s'agit de négocier pour trouver des solutions différentes de celles que vous nous proposez. » Donc, problème de vocabulaire, problème ici au sein de la définition du dialogue. Dialogue, c'est expliquer ou c'est négocier? Alors évidemment, arrive là-dessus une tension, une contradiction fondamentale, puisque dialoguer, c'est coopérer, et négocier, c'est gagner. Comment gère-t-on cette difficulté qui est de gagner sans faire perdre l'autre? Alors, vous savez qu'il existe 3 systèmes: gagner en faisant perdre l'autre, gagner en gagnant en faisant gagner l'autre, ou gagner ensemble en fabriquant une nouvelle option. La cogne, c'est mettre le sujet au tapis. Le dialogue, c'est mettre le sujet sur le tapis. Le dialogue social aujourd'hui est en panne, il est crispé, il est considéré comme un dialogue de sourds par la presse. Tout le monde partage le même diagnostic. Alors, quel est ce diagnostic? D'une part, les dés sont pipés, pour 3 raisons. Il y a des représentations mentales figées, avec des syndicats qu'on considère comme des bons, et d'autres qu'on considère comme des mauvais. Les bons, c'est ceux qui coopèrent, et les mauvais, c'est ceux qui sont oppositionnels, systématiques, voire idéologiques. La deuxième raison, c'est que le rapport de force est dissymétrique, et qu'effectivement, les négociations se passent toujours au même endroit, avec un rapport de force considéré comme occulte dans une coalition entre le gouvernement et les syndicats d'employeurs. Et enfin, la troisième raison, c'est que certains considèrent que des tactiques déloyales sont utilisées, comme la procédure avec un seul texte présenté par le MEDEF sur lequel tout le monde doit réagir. Bon, maintenant, il y a un deuxième problème pour lequel ça ne fonctionne pas, c'est le problème des négociateurs eux-mêmes, qui sont porteurs de mandats extrêmement bornés, extrêmement figés, qui ont des intérêts occultes non exprimés, comme par exemple vouloir saboter 70 ans d'acquis sociaux, comme par exemple vouloir absolument casser le syndicat. Troisièmement, les tabous. Les tabous, par exemple le 35 heures, sont suspectés systématiquement d'être un wagon qui est caché derrière le train de la simplification. Mandat figé, intérêt occulte, tabou non exprimé, ça nous amène à une perte de sens, avec des techniques de négociation plus ou moins
mal vécu par les uns et par les autres, les couloirs bruissent de coups de téléphone discrets, des conciliabules secrets se font dans des petites salles, et ça nous amène à un ensablage total des négociations. Alors pour se désensabler, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cogne, on rencontre des résistances, alors à ce moment-là on ruse, on fait jouer du pouvoir d'influence, et finalement on se résout misérablement à un compromis. Et quand le compromis ne peut être trouvé parce que la confiance a complètement disparu, et que les armes sont sorties dans les couloirs, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On recourt à l'arbitre suprême, celui qu'on ne voulait pas. Ça me fait penser d'ailleurs à une fable de La Fontaine, dans laquelle les grenouilles se lassant de l'État démocratique, par leur clameur fit tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Est-ce que le dialogue social peut mieux fonctionner? Les grenouilles, comme on le disait précédemment, étaient lassées des débats démocratiques. Et à force d'arriver à des échecs, voulaient un roi. En France, le roi aujourd'hui, c'est l'État, c'est le gouvernement. À chaque fois qu'on parle dialogue social, effectivement, il y a trois acteurs, l'État, les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs. Tout le monde sait négocier, mais tout le monde a envie de vouloir mettre sa touche personnelle. Alors que le débat démocratique, c'est d'abord quoi? C'est d'abord construire ensemble. Or, construire ensemble nécessite de maîtriser un certain nombre de techniques. Derrière la volonté de négocier, il y a de la technicité. Et il existe effectivement 4 processus efficaces qui sont relativement peu utilisés, alors qu'ils sont utilisés dans d'autres instances internationales, comme l'ONU par exemple. À la fin de cette année, il y aura plusieurs négociations internationales dans lesquelles on utilisera des techniques très simples comme la procédure à texte unique, comme l'accord sur le désaccord, comme des mécanismes de compensation et comme la méthode de la négociation à front renversé. Quelques mots rapides sur chacune de ces méthodes, en se posant la question de savoir pourquoi elles ne sont pas plus utilisées par les partenaires sociaux en France. La procédure à texte unique, c'est quoi? C'est chacun arrive avec ses intérêts, avec ses propositions d'options, et on rédige ensemble un texte commun dans lequel il y a un certain nombre d'accords et de désaccords, et on essaye de baliser les accords ensemble et de travailler sur les désaccords. Deuxième technique, construire un bon accord sur le désaccord permet d'aller travailler sur ce qui nous empêche de nous entendre. Troisième technique, plus on multiplie les objets de négociation sur une table, plus on va pouvoir se livrer à de la compensation. Prenons l'exemple des négociations annuelles obligatoires, ce qu'on appelle les NAO, dans toutes les entreprises françaises de plus de 50 salariés. Chaque année, le drame se crispe autour de l'objet salaire. Alors que si on mettait en même temps côte à côte salaire, conditions de travail, temps de travail, prévoyance, discrimination liée au sexe et à l'âge, etc., on pourrait se livrer à de la compensation en essayant d'éliminer tous les inconvénients de l'un pour provoquer des avantages chez l'autre. Enfin, quand on fait une proposition, elle doit être recevable. Et la méthode de la négociation à front renversé, c'est systématiquement se dire qu'avant de faire une proposition, il faut que je me prépare. Et me préparer, c'est me mettre à la place de l'autre pour savoir ce qui est acceptable et ce qui est inacceptable. Ce qui nous amène à dire que tout négociateur devrait se poser 3 questions fondamentales avant d'aller négocier. La première question, c'est de savoir quel est mon mandat, est-ce qu'il est suffisamment souple et précis pour pouvoir innover. Deuxième question, est-ce que mes propositions vont être recevables par l'autre partie? Et troisième question, est-ce que je me suis suffisamment remis en cause par rapport à mes certitudes? Sachant que je sais que la meilleure solution, c'est celle que je trouverai avec l'autre. C'est ni la mienne, ni la sienne. Pour terminer, pour conclure, on pourrait dire qu'un bon dialogue social, c'est de passer du combat au débat
et de la méfiance à la confiance. Mais que pour ça, il va falloir beaucoup travailler, beaucoup se préparer.